Merci beaucoup Delphine. Donc, je voudrais expliquer d'entrée un petit peu l'objectif de cette communication qui s'inscrit en fait dans un projet collectif. Alors c'est toujours un peu dérangeant de citer une de ces publications, mais en l'occurrence ici, il y a 4 personnes dans la salle qui y sont associées. Et donc Mathieu justement, Delphine ici présente, et puis Sylvain qui est au fond. Et on a publié cet ouvrage en 2022. Et ce que je voulais dire par rapport à l'objectif de cette communication, c'est que un des objectifs de l'ouvrage a été de publier le texte de Paul Robin sur l'enseignement intégral. Et on a évoqué un certain nombre de questions qui sont, je les positionne immédiatement. J'ai voulu positionner cette intervention à la fois sur le thème de ce colloque et le thème de l'atelier, qui est est-ce que l'éducation intégrale est le fondement de l'éducation nouvelle? Et pour cela, il y a une nécessité évidemment de définition, de chronologie ici, et d'affinement de cette chronologie. Aujourd'hui, depuis ce travail, mes travaux de recherche visent justement à aller interroger à la fois les modèles d'éducation intégrale, mais aussi d'aller affiner cette chronologie, puisque la publication du texte de cette théorisation sur l'enseignement intégral, c'est 1869 dans la revue Philosophie positive, mais on peut, sans doute, d'abord il y a d'autres acteurs, je les ai cités, Fourier, enfin vous les voyez écrits, Fourier, Proudhon, Bakounine en 1869, évidemment, et puis un certain Prudhomme. Alors là, il y a de quoi je parle. Le titre de ma communication est en fait lié à un rapport qui a été envoyé, un rapport préparatoire au Congrès international des étudiants à Liège en 1865, qui n'est pas du tout l'AIT, comme ça a pu être écrit dans la thèse, par exemple, d'Éric Vallière, même si c'est lui qui note l'intérêt de cet auteur, de ce Prudhomme, de ce rapport sur l'instruction intégrale. Et vous avez compris immédiatement la question qu'un historien peut se poser. Elle est la suivante, c'est est-ce que Paul Robin s'est inspiré de Prudhomme qui envoie ce rapport? D'autant que Paul Robin est bien présent à Liège, au Congrès international des étudiants, en tant qu'ancien élève de l'ENS. Donc, je vous propose de réfléchir à ce sujet-là. Donc, ce Congrès des étudiants, qui a été bien étudié par Léon Alkin en 1966, c'est-à-dire 100 ans après son organisation, c'est un congrès, une première structuration des étudiants en Europe, peut-être dans le monde, mais je ne suis pas sûr. Plus de 1000 étudiants réunis. Les organisateurs, ils sont bourgeois. Enfin, c'est une organisation bourgeoise au départ, avec des milieux économiques qui voient ça plutôt d'un bon oeil, parce qu'on a une modernisation, une industrialisation, et on voit d'un bon oeil ces étudiants qui réfléchissent à leur temps. Il y a des inquiétudes, on ne voudrait pas qu'ils parlent de questions politiques et sociales, donc ils vont se concentrer, après de grandes discussions, uniquement sur les questions d'éducation. C'est un congrès d'éducation sur les réformes liées à l'éducation, et les questions sociales ont été mises de côté. Les Français ont espéré venir en nombre, ils ont espéré que les médias parlent d'eux largement, ils ont espéré que le gouvernement, que les autorités du Second Empire leur donnent des facilités. Ça ne sera pas le cas. Donc on a 70, un peu plus de 70 Français, jeunes étudiants français qui sont là, qui sont présents. Et on se retrouve donc autour de ces discussions. Donc je vous l'ai dit, un peu plus de 2000. Je relie immédiatement ce congrès à une piste, un axe qu'a proposé Rita Hofstetter et Vera Schnövely sur cette idée que peut-être, en tout cas, ces questions d'éducation nouvelle, bon là c'est l'éducation, ces questions d'éducation, elles devaient se penser dans un cadre d'internationalisation, d'échange entre différents pays. Et c'est dans cet axe-là qu'on peut positionner tout cela. Alors, évidemment, la question que se pose, c'est ce rapport dont j'ai parlé, qu'en retenir cet auteur, Prudhomme, a priori de Bordeaux, mais j'ai peu d'éléments biographiques sur lui. On peut, j'allais dire, s'en approcher par rapport au texte, à ce qu'il dit, évidemment. On peut retenir un matérialisme positiviste donc, et socialiste. On n'est pas surpris de trouver une admiration pour la science, pour le progrès, de trouver des références à Auguste Comte, qui est décrit comme un vaste esprit synthétique. Le deuxième point, c'est un fort anticléricalisme. Je n'ai pas dit tout à l'heure que ces étudiants qui se structurent, qui ont invité des personnalités très connues, Victor Hugo, mais aussi Monseigneur Dupanloup, par exemple, toutes ces grandes personnalités ont refusé d'y aller.
Alors peut-être que Monseigneur Dupanloup a bien fait, parce qu'il aurait pu entendre ce type de formule quand on réfléchit évidemment au rôle de l'Église, quand ces étudiants réfléchissent au rôle de l'Église dans l'éducation. Ils considèrent que l'éducation catholique, qui s'est occupée jusqu'alors du peuple, on est aussi dans le contexte, vous voyez, de la loi Fallou, on est quelques années après. Voilà ce qui est dit sur cette instruction. L'instruction du peuple fut ce qu'elle devait être, nulle. L'Église s'en chargea. À la place de la science, elle mit la fable, le miracle, le dogme. À la place de la morale, le commandement, la gesticulation symbolique, les sacrements. À la place de l'exercice physique, la corvée. Donc voilà une formulation de cet étudiant dans son rapport. Troisième élément, et on revient exactement à dont on a parlé, c'est-à-dire une forme de spécialisation qu'on va retrouver dans ce que vient de dire André Robert en séance plénière. On a chacun dans son couloir, dans ses disciplines en quelque sorte. Eh bien, la critique, elle est faite là aussi dès 1865 avec un système pédagogique qui jugeait inégalitaire et spécialisé. Une seule formule, une fabrique de spécialistes. Voilà comme il décrit. En l'occurrence, les travailleurs manuels, d'un côté, et puis les intellectuels, mais des intellectuels qui sont dans leur couloir, les pharmaciens, les avocats, et qui ne savent, selon lui, ne faire que cela. Je reviendrai sur, pas une forme de critique, mais sur sa présentation qui peut s'interroger, une présentation peut-être un peu condescendante sur ce qu'on pourrait, de manière totalement anachronique, parler de classe moyenne, en tout cas d'une catégorie de personnes qui savent lire et écrire, mais qui, selon l'auteur, n'ont pas fait de grandes études. J'y reviendrai dans quelques instants. Et puis, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est sa proposition de méthode d'enseignement intégral, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un étudiant, il est jeune, il a une vision déjà, d'une certaine manière, d'une réforme qu'on pourrait admettre. Il parle d'une instruction secondaire qui positionne de l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 16 ans, et il propose une méthode, une réforme qui serait divisée en 4 périodes sur cette instruction secondaire. Et c'est absolument intéressant et savoureux de voir que son découpage correspond à nos cycles actuels. Cycle 2, cycle 3, 4, et on pourra avoir l'enseignement, la seconde, et puis le cycle terminal. Et puis il propose alors, ce qui est de nouveau, c'est de décaler, on en a parlé ce matin comme fil rouge, la place du grec et du latin. Il propose de le décaler beaucoup plus tard que certaines institutions pouvaient le faire dès les toutes petites classes. Là, on le décale jusqu'à 12-14. À partir, on ne fait que du grec et du latin qu'à partir de 12 et 14 ans. On fait dès 7 ans de l'enseignement agricole. Et puis les fondamentaux, écriture, lecture, arithmétique. Et puis on insère petit à petit des disciplines, les sciences naturelles, de l'histoire à partir de 10 ans. C'est intéressant, parce que là aussi on sait quand c'est à partir du cycle 3 qu'on voit apparaître officiellement l'histoire et la géographie, par exemple. En 1865, voilà, l'histoire à partir de l'âge de 10 ans. Et puis d'autres disciplines, et progressivement son idée, c'est qu'on aille dans des disciplines qu'il qualifie d'intellectuelles ou dans un haut niveau d'expertise, sur les âges un peu plus élevés, c'est-à-dire cette fois-ci droit, pharmacie, un peu plus tard. En réalité, l'objectif, c'est qu'ils aient tout vu, en quelque sorte, avec des nuances que je vais apporter dans quelques instants. Et puis, il y a aussi, ce sera ma deuxième citation, une analyse sexiste et misogyne particulièrement forte, puisque à la question qui se pose par rapport à son programme, est-ce qu'on réserve cela aux jeunes femmes ? Ben, la réponse est un non catégorique. Voilà ce qu'il écrit. Qu'on commence à apprendre à nos belles nonchalantes à faire la soupe, tenir un ménage en ordre et laver un enfant, jusque-là qu'on ne vienne nous parler ni de chant ni de danse, ni d'égalité politique, ni de confessionnel, ni d'émancipation, où je dénonce pédagogues et utopistes comme organisateurs de l'adultère et de la peste. Vous voyez, dans l'historiographie, moi qui ai étudié le catholicisme social, on sait qu'il y a des nuances, voilà, qu'il y a des modérations à avoir sur l'idée de qu'est-ce que le progrès. Là, on en a un peu aussi une formulation, mais tout ça à remettre dans le contexte. Et pour ça, je vais vouloir aussi faire ceci en deuxième partie, c'est-à-dire repositionner tout cela dans un contexte. Et tout à l'heure, quand je vais évoquer Paul Robin, c'est évidemment dans un contexte qu'il faut évoquer Paul Robin, y compris dans ses dimensions les plus, j'allais dire, sombre entre guillemets, c'est-à-dire le néo-malthusianisme ou ses positions au début du XXe, c'est aussi à remettre dans un contexte. Alors là, en l'occurrence, le contexte, eh bien, c'est une admiration pour Proudhon. Je vous ai mis la première page, donc vous voyez qu'on n'a pas de cet auteur.
de cette théorie de l'instruction intégrale, de ce rapport, de ce mémoire exactement adressé au Congrès de Liège. Et on voit immédiatement une citation, une association pour Proudhon, qui est qualifié comme le plus grand génie de ce temps, une admiration qui est très forte, et avec régulièrement cité un ouvrage. Alors Proudhon, il est décédé au début de l'année 1865. Là, le Congrès, il ouvre à la fin de l'année 1865. C'est aussi un rapport émotionnel par rapport à tout cela. Et ce qui est évoqué, c'est son ouvrage publié en 1858 sur de la justice dans la Révolution et dans l'Église. Donc un ouvrage évidemment qui s'inscrit dans les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure, mais qui, moi, m'a intéressé en termes de théorisation de l'éducation intégrale. Évidemment, on pourrait évoquer Fourier et d'autres textes. Là, sur Proudhon, on voit dans cet article, dans cet ouvrage, par exemple, sur son chapitre sur l'éducation, il définit l'éducation comme une éducation qui a pour but de produire l'homme et le citoyen d'après une image en miniature de la société par le développement méthodique des facultés physiques, intellectuelles et morales de l'enfant. L'éducation intégrale n'est pas prononcée en tant que telle, mais on peut retrouver cette définition. En réalité, comme c'est une charge contre l'Église, on reproche à l'Église d'avoir négligé toutes ces dimensions. Donc Proudhon reproche à l'Église de ne pas tenir compte des sciences, de ne pas tenir compte de la philosophie, de ne pas tenir compte de l'ouverture culturelle, et la charge, on va la retrouver à cette échelle-là. Il y a une nuance, il y a une petite, en tous les cas, par rapport à ce qui va suivre, il y a un élément par rapport à l'activité physique, c'est une vraie différence aussi avec Fourier, c'est que l'activité physique des ouvriers n'est pas positionnée comme un élément, absolument un levier, c'est important, mais pas un levier de plaisir, parce que l'activité physique, elle s'établit dans l'activité industrielle, dans le travail en réalité. Donc ils associent activité physique et travail, et ce qui est une vraie nuance avec ce que je vais pouvoir, les points sur lesquels je vais enchaîner. Le deuxième contexte, c'est souvent, alors ça c'est largement, j'allais dire, étudié, et Antoine Pro, etc., et de nombreux chercheurs l'ont déjà vu, c'est-à-dire que, évidemment, toutes les discussions qui sont positionnées sur une démocratisation de l'enseignement n'ont pas démarré, n'ont pas débuté au moment de la Troisième République, et l'école gratuite laïque obligatoire dans le primaire. On a des débats au corps législatif qui s'y établissent. On a des débats aussi sur l'idée que fait-on de ce secteur secondaire, comment l'élargit-on. Et nous avons des propositions qui sont faites au corps législatif. C'est pas je vois le temps passer, donc je suis à 13 minutes, mais les discussions qui sont ces discussions conservatrices avec des gens qui veulent absolument rien changer, et puis d'autres qui veulent évidemment démocratiser, ouvrir, donner la possibilité au plus grand nombre. On a la question évidemment déjà du latin et du grec qui va positionner comme un élément discriminant, mais on commence à y réfléchir. Et c'est là où je peux revenir sur l'analyse de Prudhomme, c'est-à-dire de cet étudiant, c'est que c'est une analyse qui finalement est paradoxalement, il y a de la modernité, mais il y a aussi une forme de conservatisme. Quand quand il évoque ces débats au corps législatif, il explique, si jamais on rend tout l'enseignement gratuit, qui paiera? Nous, par nos impôts. Donc, vous voyez un discours qu'on pourrait entendre aujourd'hui dans d'autres sphères que la sphère socialiste. Autre élément, quand il évoque une idée d'instruction intégrale, en réalité, on se rend compte qu'il est dans une vision qui est de l'ordre quasiment si on regarde les modèles d'éducation intégrale, d'une forme d'éducation intégrale encyclopédique. Et l'éducation intégrale qui serait vue comme un empilement de disciplines, de choses que tout le monde devrait posséder. Dénoncé par Pauline Kergomar en 1899 dans un texte très beau sur l'éducation intégrale des jeunes filles, où elle dit l'éducation intégrale, lorsque finalement, si l'éducation intégrale c'est un empilement de quelque chose, ben finalement, si c'est tout, l'éducation intégrale c'est rien. Donc c'est une vision globale dans laquelle on peut s'insérer. Or, le Prudhomme s'insère, lui, dans une vision plutôt segmentée, paradoxalement. Et puis la deuxième remarque ou nuance qu'on pourrait avoir, c'est on se demande quand même si, en réalité, le programme n'est pas destiné plus aux jeunes, aux étudiants, aux intellectuels, qui auraient besoin d'aller faire des travaux agricoles pour avoir une formation complète, que plutôt les jeunes ouvriers qui auraient besoin d'avoir une formation complète et intellectuelle, même s'il évoque. Je dis ça parce que quand il analyse, par exemple,
l'organisation telle qu'elle est posée au niveau de l'éducation, il explique qu'il y aurait une classe de semi-ignorants, celle du milieu, qui sait lire et écrire, mais qui lit n'importe quoi, et qui lit une culture de bas étage. Je ne sais pas s'il fait référence à des romans de bas étage, à Alexandre Dumas, je n'en sais rien, mais pour lui, c'est vraiment quelque chose qui est vu de manière un peu condescendante. Voilà, donc ça, c'est une petite nuance. J'en arrive à finalement ma question de départ. Est-ce que Paul Robin a eu connaissance de ce rapport? Est-ce qu'il s'est inspiré de ce rapport? Bien, la réponse est il a sans doute eu connaissance parce que le rapport a été envoyé à tout le monde et les organisateurs ont remercié Prudhomme, les organisateurs du congrès ont remercié Prudhomme de l'avoir envoyé, mais Prudhomme n'est pas venu au congrès de 1865 à Liège. Il n'y a pas fait de déclaration. À la différence de Paul Robin qui fait un très beau discours lors de ce congrès dans lequel il exprime un certain nombre d'éléments. Et un Paul Robin qui est à Liège, enfin, s'il est présent, s'il y a des Français qui n'ont pas pu y aller, j'ai expliqué, il y a peut-être des difficultés diverses, mais lui, il est présent parce qu'il est en exil. Il est en exil, il est professeur licencié en physique, il était professeur de lycée. Le système ne lui convenait pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait donner des cours pratiques d'éducation physique aux jeunes gratuitement, et son institution lui a interdit tout cela. Donc il est pris par un carcan qui ne lui convient pas. Pour reprendre l'expression de Sylvain Vagnon, ben, il décide, il faut renverser la table, et renverser la table, ça passe d'abord par l'exil. Et donc en l'occurrence ici, il est en exil à Liège, avec des problématiques personnelles fortes voilà, en termes de papier et d'organisation matérielle, mais il est aussi présent à ce congrès. Il va y faire une déclaration dont je vais vous dire quelques mots. Cette déclaration, ce discours qu'il peut faire, c'est un discours dans lequel, finalement, il va proposer ce qu'il a imaginé depuis plusieurs années. C'est ça qui est assez stupéfiant. Il n'a que 28 ans et il explique qu'il y pense depuis 7 ans. Alors, je vais, parce que je vois que le temps passe, il me reste que 3 minutes, donc je vais aller sur les points qui me semblent centraux. Le premier point, il analyse, il explique que pendant 10 ans, il a été un cancre, qu'il a mal vécu le système de l'école, qu'il n'était pas heureux dans l'école, et que pour lui, une belle école, ça je peux citer finalement ce qui résume beaucoup de sa pensée dans ce discours. Voilà comment je comprends l'école, vaste établissement contenant des jeux de toutes sortes, propres à développer la force et l'adresse des enfants, gymnase, atelier, bibliothèque et salle de réunion. Ça, c'est un premier point. Un autre élément de différence qu'on voit avec la pensée de Prudhomme, par exemple, c'est que là, on voit bien que l'activité physique, elle est liée au plaisir. Et ça, je reviens à toutes les conférences plénières qui ont été évoquées. Philippe Mérieux l'a dit, Bérangère Colli l'a expliqué, cette dimension plaisir, du plaisir d'apprendre qui peut être centrale. Paul Robin en parle. Il en parle par rapport à sa souffrance personnelle. Il en parle en 1865. Par rapport à l'analyse tout à l'heure, sexiste et misogyne, Paul Robin, lui, dit à tous les étudiants présents, il leur explique qu'il faut penser aussi aux parents, aux mères et aux pères, qui devront, les deux, recevoir l'école du progrès. C'est une vraie différence. On sait ce qu'il a fait ensuite, des années plus tard, mais il aurait pu avoir une différence à ce moment-là de maturité. Non, on voit déjà cet élément-là. Autre point important et à replacer dans un contexte, la place des parents. Alors, la place des parents, Guizot, il en parle en 1833, lettre des parents aux instituteurs, enfin, lettre aux instituteurs, on dit faites attention aux parents. Là, il parle de coéducation. Il dit on a besoin des parents, il y a l'instruction, il y a l'éducation, on doit faire avec les parents. Faisons avec eux. L'école caserne, renverser la table, l'école caserne où il est surpris, il explique donc qu'on doit sortir de la forme traditionnelle de l'école, dont on parlait Bernard Stömmli, Rita Hofstetter aussi, c'était leur deuxième thèse, et évidemment ça s'inscrit complètement dans cet élément-là, avec finalement un professeur qui se positionne différemment et qui va laisser faire les enfants. D'une certaine manière, c'est tellement décalé par rapport au contexte que la Gazette de Liège, journal conservateur, elle ne comprend pas quand elle fait le compte-rendu, elle ne comprend pas ce qui s'est passé. Elle pense que Paul Robin a provoqué les organisateurs. Elle lui reconnaît
elle lui reconnaît, selon lui, l'enfant doit apprendre à être libre de plus à l'âge. N'est-ce pas tout à fait joli? On se moque de lui. Mais est-ce un système sérieux que l'orateur est venu proposer, ou est-ce bien une fine critique du congrès actuel qu'il a voulu faire? Nous n'avons pas d'opinion sur ce point, mais nous reconnaissons qu'il a développé ce charmant système avec une simplicité, une candeur qui mérite beaucoup d'indulgence. Et j'en arrive à la conclusion. Puisque là, on était sur cette idée d'une pensée déjà aboutie en 1865. Donc la conclusion, je vous laisse découvrir, je n'ai pas besoin de lire ce que je vous propose en termes d'éléments voilà, pour terminer. Mais je voudrais terminer sur mon dernier point néanmoins, parce que l'atelier était positionné sur fondement de l'éducation nouvelle. Et quand je vois ce discours de 1865, dans le contexte particulier, eh bien finalement, on retrouve de nombreux points, alors qui ont été cités. Par exemple, si on reprend la définition qui a été évoquée par André Robert de Francine Best, si on les reprend, il y a un certain nombre de points qu'on retrouverait ici et que vous voyez sur cette remise en cause, la réduction de l'autorité du maître, vraiment le désir bonheur d'apprendre, ça c'est assez particulier en 1865. Ça participe de son expérience personnelle, c'est vrai, la coéducation, la mixité et donc cet enseignement intégral. Je vous remercie.